noté du Cross Corsen, quelle est votre position? Nous sommes dans le sud du phare des Pierres Noires pour 3 nautiques environ. Venons de heurter une roche, voie d'eau importante, nous sommes en train de couler. This is James Hamilton Jones. We capsized Gasket in Biscay Bay. Cross Corsen, nous avons bien vos éléments. Nous venons d'avoir un accident à bord. Là, ça saigne énormément et je ne sais pas quoi faire. Bonjour monsieur, ici Cyclone Victor, hélicoptère Marine Nationale. Nous allons procéder à l'évacuation des blessés. Vous pouvez prendre un cap 210 pour 7 nœuds. Ok, cap 210 à 7 nœuds, mais dépêchez-vous, il perd beaucoup de sang. Toujours un bateau, un bonhomme, un voilier, un péchou qui va avoir besoin. Parce qu'il se retrouve là où il faut pas, au moment où il faut pas. Et là, il faut y aller. C'est un métier extraordinaire. Je pense qu'il n'y a rien de plus gratifiant que d'aller sauver des vies en mer, qu'on n'est jamais rassasié de cette adrénaline-là. Si on est là, c'est qu'on recherche ça. On pourrait avoir les pieds sous un burlingue toute la journée. Il y a des postes comme ça dans la marine, mais on n'a pas envie. Les gens de mer, ils ont besoin de nous. Et on est là, il ne faut pas qu'ils se posent la question, on sera toujours là. On est le dernier recours. Ah, tiens. 24 heures sur 24, on est d'alerte, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui permettent de tenir les alertes tout au long de l'année comme celle-là. C'est vraiment prenant, effectivement, on ne va pas au supermarché faire nos courses finalement comme monsieur tout le monde. En permanence, on a le téléphone d'alerte sur nous, on ne sait pas si on ne va pas abandonner notre caddie au milieu des rayons. On ne va pas chez le coiffeur parce que le coiffeur va nous abandonner au milieu d'une coupe de cheveux. Il va falloir qu'on parte. Même quand on est à table, on se demande toujours si on va avoir le temps de terminer notre plateau repas. Donc ça veut dire se doucher avec le téléphone à côté et se dire si ça déclenche, est-ce que j'aurai le temps de finir le shampoing avant de partir? Mais non, c'est vrai qu'il y a toujours, effectivement, on ne dort pas sur nos deux oreilles quand on a le téléphone à côté. 2 h du matin, 50 nœuds de vent, à 200 km au large des côtes bretonnes. Qu'est-ce que je fais là, en fait? Je suis pas dans mon lit. Mais qu'est-ce que je fais là? Et puis en fait, on dit bah allez c'est parti, hein, on y va. On avait le boost pour être là et on peut avoir ce petit moment de dire oula c'est peut-être un petit peu chaud. Après plus on a des missions, plus on va vieillir, plus on va avoir peut-être cette réflexion. Un jeune il va plutôt y aller la fleur au fusil, il dit allez hop on y va. Et c'est à force de faire des sauvetages et de voir des choses qui sont pas plaisantes parce qu'on voit forcément des choses qui sont pas du tout gaies quoi. Hein. On se doute bien que quand on part en recherche en mer sur quelqu'un qui est tombé à l'eau il y a 2-3 heures, dans les conditions de température de l'eau, plus le vent, etc., il y a de très fortes présomptions qu'on retrouve un cadavre. Moi, le pire que j'ai fait, c'est les enfants. Les enfants décédés, la première fois, c'est choquant quand même. C'est choquant, parce qu'un enfant... pas fait pour s'arrêter de vivre à 10 ans ou un peu moins et c'est on va dire qu'en grande partie nous on va chercher des gens, on les sauve, voilà. Cyclone Victor, bonjour, allez-vous, piste 05, 0,5 degrés 13 à 20 nœuds, rappelez Paris départ. Tour Cyclone Victor, Paris départ 05. Cyclone Victor, piste 05, autorisé décollage 0,5 degrés 11 à 20 nœuds, rappelez Alpha. On décolle 05, rappel Alpha Cyclone Victor.
puissance, on est à 6,4 sur 7,5, 0,6. Transfert en cours, l'IFF transport 34,01. Le train s'est rentré après décollage effectué. Dans un hélicoptère de sauvetage en mer, on est 4 personnes, dominalement. Donc il y a un pilote, un tacticien, un treuilliste et un plongeur. Donc ça c'est l'équipage minimum. Et parfois on prend en plus avec nous une équipe médicale, donc c'est-à-dire un médecin ou un médecin et un infirmier pour compléter l'équipage et permettre une prise en charge plus rapide des patients si besoin. Sur des pêcheurs, ça arrive régulièrement, beaucoup pour des problèmes médicaux, donc des gens qui sont blessés dans des actions de pêche. Donc on a eu parfois des gens qui se sont pris un hameçon dans l'œil ou une main qui est partie avec un filet. Alors on est parti en vol pour s'entraîner à treuiller avec un navire de pêche, un chalutier, et s'entraîner à évacuer un patient qui en aurait besoin pour un secours maritime. S30 de Cyclone Victor, et on se présente pour le treuillage. Ok, je garde ce cap-ci à la même vitesse. Eh bien pour nous c'est parfait. On va regarder les mouvements du bateau, on va l'observer, on va regarder la zone où on va pouvoir treuiller en sécurité. Une fois que tout le monde a les idées claires, bah c'est parti. « 4 mètres, stop à droite, en avant 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre, bonne position. » Donc en fait il y a une coordination à la voix entre le treuilliste qui donne des informations sur la position de l'hélicoptère par rapport au bateau et le pilote qui suit les informations devant. Donc c'est toute une synergie d'équipage en fait. À gauche et en arrière pour 10 mètres. Ouais, je vais en arrière et à gauche. Bonne position, le plongeur à 2 mètres au-dessus du pont. Le plongeur est posé. Et bah, le plongeur, en fait, c'est lui qui va faire le relais entre l'interface entre le bateau et nous. Et c'est lui qui va accueillir le médecin, l'infirmier, le matériel, la civière. Médecin en pendant au-dessus de l'eau. Et médecin en descente, à droite 4 mètres, en avant 2 mètres. Médecin arrive sur le pont, pris en charge par le plongeur. Reçu. Nous allons faire une prise en charge à bord, donc ensuite on va tous faire monter et terminerons la prise en charge médicale à bord de l'hélicoptère. Quand on est loin en mer, on est limité par le carburant qu'on a dans l'hélicoptère, donc en fait on a peu de temps sur zone, donc c'est important de pouvoir aller vite. Ok, le plongeur me fait signe, il est paré à remonter la victime. Reçu. Le patient en sécurité dans le cargo, que tout le monde est à l'intérieur, le treuillage est terminé, c'est clair à droite, vous avez visuel sur le bateau. Oui, bon visuel. Reçu, eh bien on peut dégager. Fin de treuillage. C'était à saison estivale 2020. On est déclenché en pleine nuit sur une annexe qui aurait été emportée au large par les courants. Quelqu'un, a priori, dans la nuit, aurait entendu un appel au secours au large, mais sans vraiment identifier la personne, sans vraiment identifier le marin. C'est un gars qui allait boire un coup, qui a essayé de rallier son bateau. Le courant faisant, il a été embarqué. Le point de départ, c'est le moment où on a entendu le secours. La personne était à ce moment-là à la dérive dans son annexe à proximité du port. Et puis, en fonction de ces calculs-là, la zone de recherche est établie. Bredouille. Personne, même une annexe vide, rien. On se dit, ou c'est un faux témoignage, ou la personne, finalement, a trouvé refuge et est sur un autre bateau en train de faire la sieste et de se remettre de son aventure. Le CROSS décide d'arrêter les recherches. On rentre ici au petit matin, on prend un petit déjeuner et on se repose un peu histoire de récupérer un peu si on est redéclenché. J'ai ce fameux coup de téléphone à nouveau du CROSS Etel
pendant l'heure de midi, qui me dit écoutez, on est désolé, là il y a quelque chose qui n'est pas clair avec cette disparition, on ne veut pas arrêter les recherches, on veut repartir, et notamment il y a un élément qui de toute façon confirme quelque chose, c'est que l'épouse du monsieur confirme bien que son mari a disparu. Recherche à fond, toute la zone, donc avec un quadrillage assez serré. On balaye. Toujours rien. On commence tous à être fatigués. On a volé toute la nuit, on a volé toute l'après-midi. Il fait très très chaud. On y met tout notre cœur, mais au bout d'un moment, on a couvert la zone de recherche. Donc moi, j'appelle à nouveau le Cross-Etel. Je leur rends compte qu'on a fini les recherches dans la zone attribuée. Au moment de se poser à Lorient pour ravitailler, là, on entend à la radio que la personne aurait été repérée par un bateau de commerce. Nous, immédiatement, on redécolle de Lorient, on est réengagé, on repart, demi-tour, et puis on fonce sur le point de récupération, bien au-delà de notre zone de recherche initiale. On le retrouve, on prend visuel sur lui, on était tous rassurés, et puis on rend compte qu'on va prendre un stationnaire à proximité pour aller récupérer cette personne. Du coup, l'hélicoptère a dû se décaler un peu pour rattraper un peu le bateau. Du coup, le souffle est venu légèrement décoller l'annexe. Et en plus, il était assis sur le côté de son annexe. Au lieu d'être bien assis, bien au milieu, il était sur un rebord. Du coup, ça a basculé, quoi. Un hélicoptère de plus de 10 tonnes qui prend un stationnaire au-dessus de l'eau, ça représente des vents de 50 nœuds au sol. On le remonte dans la machine et immédiatement, il est pris en charge par l'équipe médicale qui était dans la machine depuis le début des opérations. Et un premier diagnostic est fait. Ce monsieur est très fatigué, ce monsieur est très déshydraté et ce monsieur a beaucoup de chance. Il avait très peur de se faire engueuler par sa femme. Après, on communiquait un peu par geste et tout ça, et puis il nous faisait « Ouh là là, ça va barder pour moi !» À gauche ou à droite? Il va se mettre à gauche. C'est le centre d'entraînement à la survie qui nous permet de nous entraîner aux évacuations d'urgence en cas d'amérissage d'un hélicoptère sur l'eau. Donc évacuation de la cabine et utilisation des différentes gilets, flottabilité et tout ce qui peut nous servir pour survivre en mer en cas de crash aérien. Et c'est vraiment acquérir les gestes réflexes pour pouvoir sortir le plus vite possible et en sécurité de l'hélicoptère si jamais on termine malheureusement à l'eau. C'est un peu stressant toujours, hein. C'est le fait d'être accroché. En fait, on descend sous l'eau, on descend vraiment attaché à la cabine. C'est vrai qu'il y a un sentiment d'être bloqué, d'être emprisonné. Donc c'est un peu le plus difficile. Donc là, la phase d'après, c'est que une fois qu'on est sorti de l'hélicoptère, notre radeau individuel va se gonfler. Donc on va monter dedans. Et puis ensuite, on espère se faire récupérer par un autre hélicoptère. Donc là, il y a un simulateur de treuillage. C'est ce que va faire Anthony. On se rend compte qu'on voit rien, qu'on a les yeux fermés et c'est difficile d'avoir des bons repères en fait. Donc c'est vraiment intéressant de se rendre compte ici dans une piscine et de mécaniser ça ici tranquillement plutôt que le jour où ça arrive.
Monsieur le commandant de la flottille 33F, je suis James Hamilton Jones. Vous ne vous souvenez sans doute pas de ce nom, ni de moi, mais vous êtes tous dans ma mémoire comme de véritables héros. Donc je suis particulièrement heureux de vous faire parvenir cette lettre pour exprimer ma gratitude et celle de nos familles. Ce devait être une traversée paisible du Golfe pour que nous fassions connaissance avant d'envisager une transatlantique en décembre. Nous pensions avoir été prudents en partant plus tôt que prévu et en adaptant notre itinéraire afin d'éviter la dépression qui annonçait alors 35 nœuds au plus. Inconfortable mais maniable. Seulement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Impossible d'avoir la météo en mer, le vent forcissait et la baume s'est cassée pour une raison que nous ne comprenions pas en pleine nuit le 28 juillet. Nous avons commis l'erreur de faire demi-tour, entraînant des événements que nous ne pouvions imaginer. Il y avait un bulletin météo qui était plus que défavorable. Et en fait, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir passer la fenêtre. Ils ont flirté avec la mort, ça c'est clair. Ils avaient quand même fait 2 fois un 360, machine à laver, c'est là qu'ils ont dématé. Autant te dire que tu te retrouves dans la machine à laver, quand ils sont ressortis, ils n'étaient plus que 2, les autres étaient sur les côtés, ils ont entendu hurler. I don't know if you're going to see this video. This is James Hamilton Jones. We capsized the gasket in Biscay Bay. Okay. That's a no for the fucking transatlantic. Fucking no. Cauchemar. Ouais, cauchemar. Quand tu lis la lettre, tu prends la mesure de la détresse du jeune homme à l'instant T. Une éternité plus tard, le bateau se retourna à nouveau et je pus rejoindre mes équipiers sur le pont, qui étaient heureusement bien harnachés. Entre 2 déferlantes, nous déclenchions la balise Hyperbe dans l'espoir d'être entendus. Mayday, 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 ici Ivawa. Juste venez, on a besoin d'assistance immédiate, venez s'il vous plaît. L'appel de détresse au départ n'était pas très clair. Il y avait un voilier en difficulté, mais on ne savait pas exactement quel voilier c'était, ni même combien de personnes il y avait à bord. De mémoire, on devait être à une centaine de nautiques dans le sud-ouest de Pinmar, peut-être un peu plus, donc dans le sud-ouest de la Pointe Finistère. On a dû mettre un peu plus d'1 heure quand même pour y aller, je pense. 1 heure plus tard, l'hélicoptère est apparu au-dessus de nos têtes. Tout un équipage qui s'est mobilisé pour nous, malgré les risques représentés. Vendu 150 pour 12 nœuds. Oh, c'est parfait, on arrive face au vent, on arrive en station, direction vitale en station. Et j'ai le treuil, je prépare le plongeur. Météo locale à l'envers qui était largement acceptable. Et en fait, sur zone, c'était vraiment différent. Pour le coup, il y avait une tempête qui s'était rapprochée. C'est pour ça d'ailleurs que l'Ivawa était en difficulté. Eh bien, plongeur en descente. On avait une houle résiduelle de l'ordre de 6 mètres. Ce qui est quand même relativement important. 6 mètres, voilà, ça fait un bateau qui peut faire varier sa hauteur par rapport à nous de 6 mètres. Le temps de passage d'une vague, donc, en quelques secondes. C'est ce qui a rendu compliqué le treuillage. C'est occasion d'un grand danger pour le plongeur. En avant d'eau 10 mètres et à droite 5 mètres pour allier le bateau. En avant et à droite. À droite 3 mètres. En avant 5 mètres, à droite 2 mètres. Une houle de 7-8 mètres avec un fort vent, en fait, ça creuse très rapidement, quoi. Le bateau, il se retrouve à 4 mètres sous nos pieds, et puis tout d'un coup, dans les 3 secondes, il est 15 mètres plus bas, quoi. Sur le premier posé, bon, il n'y a pas eu de posé, donc il a flastré j'ai flastré un peu sur la coque. Et fracassé sur le pont. Mais c'est du costaud, les plongeurs, il faut que ce soit costaud. Il vient se taper la coque du navire. Il se fait probablement mal, alors c'est un costaud, il peut rien dire. Oui, c'est sûrement mal. Et ensuite, du coup, Guy remonte le plongeur. Il souffle un coup, ok, on y retourne. Il retourne au champ de bataille. Et un plongeur en descente. Et à droite 5 mètres pour allier le bateau. J'ai quand même eu un petit peu peur, mais bon, au final, on a réussi à faire poser un carreau dessus après. On sait qu'une fois qu'il est posé et qu'il y a la liaison du boot, voilà, il n'y a plus de difficulté derrière après. Le plongeur monte à bord et ensuite tout
déroule très rapidement, en l'espace de quelques minutes, il a remonté les 4 passagers du Ivaoa. Et ensuite, une fois que les 4 passagers sont à bord, plus le plongeur, la mission est pliée. Ok, tout le monde est à l'intérieur, le treuillage est terminé, c'est clair à droite, vous avez visuel sur le bateau. Oui, bon visuel. Reçu, allez pour départ, 3, 2 unités, top départ. J'ai pleuré, je pense, 2 fois. En voyant l'hélicoptère arriver et quand on quittait la zone de chavirage dans l'hélicoptère. C'est un soulagement énorme. C'est impossible de... C'est inimaginable. C'est même pas les résultats du bac, les résultats d'un concours d'entrée dans une école. C'est pas, ouais, j'ai gagné au loto. C'est juste, c'est fini tout ça. Je comprends pas. C'est vraiment, on laisse un cauchemar derrière nous. On se réveille. Parce que d'un côté, j'avais accepté que c'était la fin. Mais je me suis dit, c'est terrible. Moi, ce qui me fait le plus peur dans des catastrophes en mer ou en avion ou je ne sais quoi, c'est qu'après, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a juste aucune nouvelle pendant des mois et puis on espère que peut-être au moins savoir ce qui s'est passé pour pouvoir fermer la page. Et donc aussi un des réflexes que j'ai eu, c'était faire un message pour mes parents et dire bon bah voilà ce qui s'est passé, je vous aime, mais c'est fini. Au-delà de sauver des vies, vous permettez à tant de monde d'en vivre une nouvelle. Vous permettez aux miraculés de recommencer une vie qu'ils ne prennent pas pour acquise. Et profitez pleinement de ce que notre beau monde a à nous offrir. Et pour ça, personne ne peut vous être suffisamment reconnaissant. Cette lettre ajoute beaucoup de sens à notre action. La façon dont il exprime est extrêmement touchante et émouvante. On ne court pas après ça, mais c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Ça donne à l'ensemble de la flottille, aux techniciens qui nous mettent les machines en œuvre en un temps record, une raison de s'impliquer encore, toujours. C'est vrai qu'une lettre comme ça, franchement, ça fait quand même du bien. T'imagines, toi, tant de sauvetage, tant d'années d'entraînement, tant de jours d'alerte. On se dit, ouais, on n'a pas fait tout ça pour rien et on a sauvé des vies, c'est ça. Ça fait plaisir, c'est la récompense. C'est peut-être parfois le début d'une amitié qui peut perdurer entre les gens de mer, entre les gens qui étaient dans la difficulté et puis les sauveteurs. Ouais, là, je me souviens, il m'a harnaché, il était bon, c'est bon, t'es prêt? Ouais. Ça va bien se passer. Plus que prêt. Allez, on y va. C'est absolument énorme. Oui, ça n'a rien à voir avec le petit hélico qui t'amène de Nice à Monaco. Hein? Non, mais ça sert pas à la même chose. De pair avec mes remerciements, je vous prie d'accepter mes excuses, d'avoir mis en danger la vie de cet équipage et d'avoir mobilisé tant de ressources un soir déjà très mouvementé à cause des intempéries. Je vous prie de bien vouloir agréer, mon commandant, mes sincères et respectueuses salutations. James Hamilton Jones. Dès que j'ai reçu cette lettre, j'ai pris grand plaisir de la lire devant tout l'équipage. Au-delà de faire plaisir, ça donne énormément de sens, ça donne un but à notre action et ça donne du concret à notre action. C'est un gros sacrifice, mais le résultat en vaut le coup. Quand on ramène quelqu'un en vie, c'est extraordinaire. Ça va être la satisfaction de se dire que le jour où on ramène quelqu'un ou qu'on a retrouvé quelqu'un en mer, on le ramène à la maison et potentiellement il va pouvoir continuer sa vie comme avant. Il y a cette satisfaction de sauver des vies parce que on va chercher des gens qui sont dans les ennuis les plus abyssaux qu'on puisse trouver, mais derrière il y a vraiment la sensation d'avoir servi à quelque chose. Ce qu'on fait, c'est essentiel parce que les gens de mer, ils ont besoin de nous. Enfin, on a l'impression d'être des anges gardiens.